Je vais te parler d'une histoire de disparition. On va se souvenir ce soir de Danielle Boisvert qui est disparue le 6 novembre 1979. Danielle, elle venait tout juste d'avoir 18 ans et elle venait tout juste aussi d'emménager avec son chum Paolo Chevrier dans leur premier appartement sur la rue L'Archevêque à Montréal-Nord. Danielle a travaillé dans une usine de textile avec sa sœur Carole et une de leurs tantes. Cette journée-là, du 6 novembre 1979, Danielle a été travailler comme à l'ordinaire. Puis après son corps de travail, elle a décidé d'aller rejoindre des amis à la brasserie Le Bourguet et son chum était là aussi. Donc là, ils ont pris comme une coupe de verre, ça a super bien été. Puis là, à un moment donné, Danielle et son chum se sont chicanés. Fait que Danielle, elle a dit « Moi, je rentre à la maison. » Puis lui, ben, il a décidé de rester à la brasserie. C'est la dernière fois qu'on va avoir vu Danielle. C'est en sortant de la brasserie à 23h le 6 novembre 1979. Le serveur va dire qu'à la demande de Danielle, il avait appelé un taxi. Mais il n'y a pas personne qui est sorti dehors comme pour être sûr que Danielle était correcte puis qu'elle partait vraiment en taxi. Fait qu'il n'y a personne qui peut dire comment qu'elle est partie du bar à chez elle finalement. Le lendemain matin, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les matins, la sœur de Danielle puis sa tante venaient la chercher et puis ils se rendaient ensemble travailler à l'usine. Fait que ce matin-là, les deux femmes se sont rendues devant chez Danielle et Danielle n'est pas sortie. Fait que là, après un petit bout, sa tante, elle a klaxonné pour... elle s'est dit, si jamais elle ne sait pas qu'on est arrivé, ben là, elle va le savoir. Et Danielle n'est toujours pas sortie. Fait que la tante, elle a dit à Carole, elle a dit, je vais aller avertir ta soeur qu'on est arrivé. Donc, elle est montée au deuxième étage. Elle était cognée chez Danielle, puis c'est Paolo qui a répondu un peu éméché, là, comme s'il venait de se réveiller, puis il a dit que Danielle n'était pas là. Fait que, surprise, la tante, elle a dit, OK, mais où? Fait que lui, il a expliqué que la veille, il était sorti, puis qu'il s'était chicané, puis que Danielle n'était pas rentrée coucher. Donc là, il a demandé, OK, mais tu sais, elle a couché où? Fait qu'il a dit, je le sais pas, moi, peut-être qu'elle a été couchée chez une de ses amies ou qu'elle était à quelque part, je le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas rentrée coucher. Donc, la tante est partie, les deux femmes se sont rendues à l'usine travailler. Et ils se sont pas super inquiétés, même s'ils étaient quand même un peu inquiètes, parce que en 79, on rejoignait pas les gens comme aujourd'hui, tu sais, on n'avait pas de cellulaire. Fait que des fois, c'était comme un peu plus long être capable de parler à quelqu'un ou de rejoindre quelqu'un. Donc, Danielle n'est pas rentrée à l'usine cette journée-là, puis elle n'est pas rentrée non plus les jours suivants. C'est après 3-4 jours que la famille, elle a vraiment commencé à s'inquiéter, puis qu'elle s'est rendue au poste de police de Montréal. Et elle a signalé la disparition de Danielle. Fait que là, ça n'a pas été long que les policiers se sont mis à fouiller le périmètre autour de la brasserie. Et ils ont même fouillé les abords de la rivière des Prairies pour essayer de trouver comme un indice ou un signe de Danielle. Puis ils n'ont absolument rien trouvé. Ils n'ont même pas trouvé de pièces matérielles. Là. Ils n'ont pas trouvé de bouts de vêtements. Ils n'ont pas trouvé de sac à main. Ils n'ont absolument rien trouvé. Donc là, Danielle, elle était évidemment portée disparue. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le 6 novembre 1979, Danielle n'a jamais utilisé sa carte d'assurance maladie, son numéro d'assurance sociale et il n'y a jamais eu aucune activité sur ses comptes bancaires. La famille, elle a vraiment tout fait là, pour essayer de la retrouver. Ils ont essayé d'émettre aussi un paquet d'hypothèses, comme ils se sont dit, est-ce que ça pourrait être Paolo qui l'a tué, tu sais, peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose à voir là-dedans? Est-ce que Danielle s'est vraiment rendu chez eux, puis que lui, dans le fond, tu sais, ils se sont chicanés, ça a mal viré, puis il s'est débarrassé d'elle. Après ça, ils se sont dit, est-ce que ça pourrait être une traite de blanche? Est-ce que Danielle, elle aurait pu être enlevée pour être revendue ou être forcée de se prostituer à quelque part? Faut pas oublier qu'elle avait quand même 18 ans, tu sais, puis c'était quand même une belle femme. Ça serait une possibilité. Est-ce que en sortant du bar, elle a rencontré la mauvaise personne? Est-ce qu'elle aurait décidé de ne pas prendre le taxi finalement et puis de marcher jusqu'à chez eux? Puis tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, si quelqu'un dit « j'ai appelé un taxi pour cette personne-là », mais moi, je pense que la police elle va être capable de prouver si la personne elle a vraiment pris un taxi ou non. Mais en 79, des fois, on dirait que les enquêtes ont été, je sais pas,
faites bizarrement. Là. Souvent, il y a comme des informations qui manquent puis qui pourtant auraient dû être facilement vérifiables. Et donc, après ça, ils se sont demandé si ça pourrait être une dette de drogue, tu sais, parce qu'un de ses frères dit que d'après lui, Danielle, elle avait commencé à prendre la drogue dure de façon occasionnelle. Donc, c'est toutes des hypothèses là, qui ont été envisagées par la famille. Même qu'en 1995, un des frères de Danielle, qui avait 16 ans quand elle a disparu, a voulu retrouver Paolo Chevrier pour lui poser la question « As-tu quelque chose à voir avec la disparition de ma soeur? » Lui, ce qu'il dit, c'est que quand sa soeur elle a disparu, il avait 16 ans, puis qu'à 16 ans, il n'a pas pensé ou il n'a pas eu l'opportunité d'y demander à Paolo, tu sais, puis de poser les vraies questions et les bonnes questions, parce que, tu sais, dans le fond, c'était presque encore un enfant, là. Fait qu'en 1995, il a entrepris des démarches pour retrouver Paolo, et encore là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1995, on ne retrouvait pas les gens avec sur un clic sur Facebook, là. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Puis quand il a finalement réussi à retrouver Paolo, ben en fait, c'est vraiment fou, là. Paolo, ça faisait 3 jours qu'il était décédé dans l'incendie de son appartement, tu sais. Fait que, tu sais, pensez-y, là, le gars fait des années qu'il veut poser la question, là, parce que, tu sais, si jamais il y avait quelque chose à voir avec ça, c'est peut-être... T'sais, il est parti avec son secret, là. Fait que dans le fond, quand il réussit enfin à la retrouver, là, ben le gars vient juste de mourir, là. Tu sais, genre 3 jours avant, pas 3 ans, là, c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment fou, là. Donc, là, après ça, la famille, elle a passé 2 fois l'émission Claire Lamarche, les retrouvailles, pour essayer de lancer un message, soit à la population, tout d'un coup, qui se souvenait de quelque chose, ou même à Danielle, tu sais, si tout d'un coup elle était vivante puis qu'elle était juste partie refaire sa vie ou était prisonnière à quelque part, en tout cas, tu sais, ils ont voulu lancer un message pour la retrouver. Ensuite de ça, il y a une voyante qui a dit à un des frères de Danielle qu'elle la voyait là, à l'île du Prince-Édouard. Tu sais, elle a même fait comme un dessin de la région où est-ce qu'elle voyait vraiment que Danielle à rester dans ce coin-là. Fait que le frère, tu sais, il voulait tellement la retrouver, il a demandé à un de ses amis de la compagnie qui parlait plus anglais que lui, tu sais. Puis ils se sont rendus à l'île du Prince-Édouard. Le frère a été voir dans des églises, tu sais, pour voir si elle serait pour marier là-bas. Elle lui a montré sa photo à plein de monde. Fait que, tu sais, ça l'a comme rien donné. Là, il a trouvé aucune piste de sa sœur à l'île du Prince-Édouard. Après ça, un petit peu plus tard, ils ont fait affaire avec l'organisme Enfants Retour. Cet organisme-là, elle a vraiment des points d'entrée au Canada et puis aux États-Unis, puis ils peuvent mettre des photos, tu sais, un peu partout, là. Souvent, ça va être dans les Walmart, dans les gares, dans les postes de police. Donc, Enfants Retour, l'organisme, elle a fait un vieillissement de la photo de Danielle. Danielle à sa disparition et Danielle à l'âge qu'elle serait rendue. Et ils ont distribué la photo là, un peu partout sur le réseau. Et à Vancouver, une travailleuse sociale qui a vu la photo vieillie de Danielle s'est rendue au poste de police et a dit « Écoute, moi je la connais cette femme-là, là, je la vois fréquemment dans la rue quand que je travaille. C'est une fille de la rue. » Donc la police, c'est vraiment malade. Là. La police, elle a contacté directement la famille pour leur dire qu'elle avait retrouvé Danielle, qu'il était sûr de l'avoir retrouvée, puis qu'il y avait eu du nouveau dans l'enquête, puis que c'était une question de temps avant qu'elle la trouve dans la rue, dans le fond. Puis dans le fond, ils l'ont jamais retrouvée. Là. Fait que ça n'a absolument rien donné d'appeler la famille, sauf leur donner un faux espoir. Et un peu plus tard aussi, la famille elle a dû passer chacun des membres un test d'ADN parce que, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, mais à Vancouver, il y a le tueur en série Robert Pickton. Lui, il a tué 49 femmes de 1982 à 2002. C'était toutes des prostituées ou des femmes un peu là, sans famille qui kidnappaient, qui les tuaient puis les enterraient sur son terrain. Fait que quand les policiers ont commencé à découvrir des corps, ils en découvraient un, puis un, mais il fallait les identifier, ces corps-là. Et donc, souvent, c'était avec des tests d'ADN
de famille qui avait porté une de leurs filles disparues. Donc finalement, ça n'a pas été concluant. Danielle, elle ne faisait pas partie des 49 victimes connues, en tout cas, de Robert Pickton. Donc, la famille, elle a vraiment essayé de tout faire là, pour essayer de retrouver Danielle. Ils perdent pas espoir, tu sais. Eux autres, ce qu'ils veulent, là, en 2009, là, la mère de Danielle, elle a fait un dernier reportage où elle a participé. Tu sais, elle avait 80 ans. Et puis, elle, là, elle a vraiment pas eu facile. Danielle, elle a disparu. Ça a fait 40 ans qu'elle a disparu. Un de ses fils est mort. Elle a enterré un de ses fils à la suite d'une maladie. Son conjoint s'est suicidé. Fait que cette femme-là, tout ce qu'elle demande, dans le fond, là, je sais pas si elle est décédée. J'ai pas trouvé d'informations à cet effet-là. Si oui, ben j'offre mes condoléances les plus sincères à la famille. Puis sinon, ben cette femme-là, tout ce qu'elle veut, dans le fond, là, c'est des réponses. Puis la famille de Danielle est vraiment claire. Eux autres, là, ils veulent pas nécessairement savoir qui a tué Danielle. Tu sais, eux autres, ils s'en foutent un peu. Ce qu'ils veulent savoir, là, c'est est-ce qu'elle est morte? Puis si oui, où est-ce qu'elle est? Ils veulent juste l'enterrer dignement. Ils veulent juste aussi offrir à leur mère, dans le fond, les réponses qu'elle s'est posées chaque jour de sa vie, à savoir où est-ce qu'elle est, Danielle. T'sais, c'est vraiment ça qu'ils veulent savoir, là. Cette famille-là est vraiment... tu sais, un de ses frères disait justement qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que chaque membre de la famille pense d'une façon ou d'une autre au courant de la journée à Danielle. Donc, si jamais vous avez des informations, si jamais le vieillissement de la photo vous dit quelque chose, si jamais vous avez des amis ou des connaissances qui ont déjà vécu dans la rue à Vancouver, tu sais, qui ont déjà fait des expériences pack-sac et puis qui ont vécu un peu là, dans le centre-ville de Vancouver, tu sais, peut-être leur envoyer, peut-être leur partager, juste pour savoir s'ils ne l'auraient pas vu. Et sinon, bon, on va se laisser sur l'avis de recherche de Danielle avec ses informations. Donc, si vous pouvez partager la vidéo, c'est pour les familles de gens disparus. Chaque fois qu'on reparle de l'histoire de leurs proches, c'est une petite perche qu'on tend, puis c'est une possibilité que quelqu'un, quelque part, décide de parler. Parce que... comme disait un sergent de police dernièrement que j'écoutais, tu sais, un meurtre parfait, ça n'existe pas. Il peut être parfait pendant des années, il peut être parfait pendant un siècle, mais à un moment donné, c'est sûr que ça finit par se savoir. Puis c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un quelque part qui sait quelque chose. Donc, ça fait 40 ans que Danielle est disparue. Et il serait vraiment temps que la famille obtienne des réponses à leurs questions.